l'autre objectif, effectivement, de la coalition des volontaires et d'Emmanuel Macron et des Européens, c'est dans la poursuite de ce qu'ils ont tenté de faire à Washington, c'est essayer de convaincre et de manipuler Donald Trump pour que finalement il soutienne cette coalition des volontaires, ce entre guillemets camp du bien, ce monde libre occidental contre la Russie de Vladimir Poutine. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Alors ce jeudi 4 septembre, les soutiens européens à l'Ukraine, appelés la coalition des volontaires, se sont réunis à Paris pour parler de nouvelles garanties de paix. À l'occasion, à 14h30, une visioconférence avec Donald Trump a débuté. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je reçois Charles d'Anjou, président d'Omerta. Bonjour Charles. Et tout d'abord, pourquoi ces négociations et celles-ci venant des Européens vont-elles vraiment être utiles ? Bonjour Joséphine, bonjour à tous. Alors c'est effectivement le 8e déplacement de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à Paris, pour une rencontre, avec Emmanuel Macron, où on n'apprend finalement pas grand-chose. On voit qu'il y a toujours des formules très affectives, très émotionnelles, il y a du lien sensible, tactile, charnel, des regards, presque amoureux du président Macron à l'égard du président ukrainien, mais en réalité, on n'apprend finalement pas grand-chose. On apprend ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que la coalition des volontaires, c'est-à-dire les pays occidentaux sponsors de l'Ukraine, qui lui permettent de continuer la guerre, sont d'accord pour déployer des troupes en Ukraine, sur le sol ukrainien, une fois que les canons se seront tus. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on comprend que la demande très insistante de cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours demandée par les occidentaux russes, en réalité, elle était faite pour berner les Russes. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que les Européens se fichent d'un accord de paix qu'ils ne souhaitent pas. Ils ne souhaitent pas voir les territoires pris par la Russie à l'Ukraine reconnus comme russes. Ils ne veulent pas d'une légalisation et d'un accord de paix durable. Ce qu'ils veulent, c'est que les Russes tombent dans le piège d'un cessez-le-feu, arrêtent de bombarder pendant une période déterminée. En l'occurrence, ils demandaient une période de 30 jours pour pouvoir, à l'instant où les Russes arrêtent de bombarder, déployer des forces en Ukraine, sur le sol ukrainien, non pas en première ligne, mais à l'arrière, parce que, pense-t-il, la présence de ces troupes occidentales dissuadera les Russes de reprendre leur offensive. En quelque sorte, le front sera gelé et on aura de facto, une paix sans aucune reconnaissance, aucune acceptation des demandes russes sur le format minimaliste qu'a demandé Poutine, c'est-à-dire la reconnaissance que les territoires qui ont été conquis par la Russie dans l'est de l'Ukraine et jusqu'à la ville de Kherson soient reconnus comme officiellement russes, ainsi que la Crimée, et que les sanctions soient levées. Les Occidentaux ne veulent pas normaliser les relations avec la Russie, c'est la raison. Mais ils veulent en même temps protéger l'Ukraine et quelque part, faire tomber la Russie dans un piège. C'est la raison pour laquelle cette coalition des volontaires a été menée. Mais comme les Occidentaux ont un courage limité et que surtout ils n'ont pas le soutien de leur opinion publique, parce que je rappelle que le président Macron n'a jamais consulté les Français pour son action diplomatique, son action en matière de défense et de soutien à l'Ukraine. Les Français n'ont pas été consultés, les députés n'ont pas été consultés. En réalité, ils sont obligés un petit peu d'accélérer et un petit peu de forcer le destin, sans pour autant avoir le courage de risquer des pertes dans les armées occidentales. Les armées occidentales, ils sont là un peu pour parader en Ukraine, parce que les Occidentaux, qui ont toujours un complexe de supériorité par rapport aux Russes, pensent que le fait qu'il y ait des régiments français, des soldats allemands, des soldats lituaniens, en réalité, ça va impressionner les Russes et que les Russes, en réalité, ne pourront plus rien faire. Ce qui est, à mon sens, une très grosse erreur. Évidemment, du côté russe, on l'a vu, cette demande de cessez-le-feu, elle a été interprétée à sa juste valeur. Les Russes ont tout à fait compris ce que les Occidentaux et ce qu'Emmanuel Macron cherchait à faire. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a rappelé, si jamais des troupes occidentales étaient déployées en Ukraine, elles seraient considérées comme des cibles, comme d'ailleurs les troupes ukrainiennes le sont depuis le début de la guerre, absolument au même titre et sur le même plan. Voilà, donc la démarche d'Emmanuel Macron, en réalité, c'est, sans avoir le courage de soutenir militairement l'Ukraine, comme le lui demandent les plus propagandistes pro-ukrainiens
des plateaux de télévision, les plus dingues, les néoconservateurs les plus déterminés et les plus anti-russes. Emmanuel Macron n'a pas ce courage, donc il ne le fera pas. Il cherche en réalité une solution qui est un peu du en même temps, c'est-à-dire on n'envoie pas de troupes se battre aux côtés de l'Ukraine, mais on fait les beaux et on essaie en réalité de piéger politiquement, de piéger diplomatiquement, de piéger militairement les Russes, en pensant que en réalité, la seule présence occidentale imposée par surprise les dissuadera de poursuivre la guerre en Ukraine. Je le redis, c'est une grosse erreur et on va pouvoir le développer. Alors j'ajoute un point très important, c'est que tous ces beaux projets de déploiement de coalition des volontaires au sol en Ukraine, etc., des uniformes européens aux côtés des soldats ukrainiens, tout ça est conditionné au bon vouloir de Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron a peut-être d'ailleurs fait une erreur hier, c'est de préciser que cette coalition serait déployée une fois qu'un accord de paix serait signé. Seulement, ce qu'a oublié Emmanuel Macron, c'est que Vladimir Poutine refuse un cessez-le-feu avec les Ukrainiens. Et Vladimir Poutine refuse ce cessez-le-feu précisément parce qu'il a compris depuis le début qu'à la seconde où ce cessez-le-feu serait signé, les militaires occidentaux seraient déployés en Ukraine. Donc, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce qu'on a dit sur Omerta depuis des mois, c'est tout simplement que les combats vont continuer, que les Russes vont intensifier leurs opérations parce qu'ils savent que les soldats occidentaux ne débarqueront pas en Ukraine et qu'ils sont seuls pour le moment au sol face à l'armée ukrainienne. Et qu'ils sont en plus, en ce moment, en train d'encercler la ville de Pokrovsk, qui remonte vers Kramatorsk, qui sont en train d'encercler la ville de Konstantinivka, que sur le front sud de la région de Zaporozhye, ils progressent, et donc il n'est absolument pas dans leur intérêt d'arrêter la guerre, de signer un cessez-le-feu, parce que tout simplement, ils sont en train militairement d'étrangler l'Ukraine. Et il y a fort à parier que dans cette guerre qu'ils prévoient encore, auquel ils se préparent encore pour 6 mois, 1 an, voire 2 ans, ils ont tout à fait les moyens, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, d'étrangler complètement l'armée ukrainienne, de progresser encore dans le Donbass, jusqu'à faire tomber les derniers points de fortification importants, les dernières forteresses ukrainiennes dans le Donbass, que sont Konstantinivka, Pokrovsk, Kramatorsk et Slaviansk. Et une fois que ces villes seront tombées, Volodymyr Zelensky sera en position beaucoup plus difficile pour négocier et n'aura en réalité plus grand chose à négocier puisque les objectifs minimalistes des Russes auront été atteints et que Volodymyr Zelensky aura moins de cartes dans son jeu qu'il n'en a actuellement. Voilà, donc tout ça, Emmanuel Macron, je dirais, qui est dans une opération de communication destinée à faire oublier à l'opinion publique la situation catastrophique dans laquelle se trouve la France sur le plan national. Il y a bientôt le départ de François Bayrou, il y a certainement une nouvelle dissolution, il y a aussi des problèmes de délinquance et de sécurité qui sont catastrophiques. Je le redis, il est un peu paradoxal et aussi encore grotesque de vouloir jouer au shérif et de montrer ses muscles quand on parle de l'Ukraine et de l'opposition à la Russie, etc., quand on n'arrive pas à faire expulser les OQTF et à régler les problèmes de narcotrafic et de sécurité dans les banlieues, ou même d'ailleurs au cœur de Paris sur les Champs-Élysées. Tout ça est un peu grotesque, mais évidemment ça s'explique parce qu'on voit que l'international pose finalement moins de problèmes à Emmanuel Macron. Ce qu'Emmanuel Macron ne supporte pas, c'est, je dirais, les problèmes du quotidien des Français, un peu, je dirais, entre guillemets, les problèmes des prolos, les problèmes du quotidien. Lui qui se sait en fin de second mandat, qui sait qu'il n'y en aura pas de troisième, se pense un destin européen, un destin international. Et on voit d'ailleurs se dessiner, parce que le dossier qu'il anime et sur lequel il s'est positionné, c'est même pas tellement l'Europe, c'est cette coalition des volontaires. Et on voit bien qu'il se positionne, en tout cas qu'il aimerait convaincre les Français et les Européens qu'il est en réalité le chef de guerre de l'Europe contre la Russie. Il est un peu le chef d'état-major, le chef politique de cette opposition du monde entre guillemets libre face au régime autoritaire, à l'ogre russe, comme il aime à le dire. Voilà, donc on est sur une séquence d'éléments de langage qui a aussi pour objectif, évidemment, je dirais, de mettre une certaine pression sur Donald Trump, et on va y revenir dans la question suivante. Par ailleurs, la coalition des volontaires a demandé aux États-Unis de sanctionner à nouveau la Russie
Pensez-vous que Donald Trump va accepter? Oui, alors l'autre objectif, effectivement, de la coalition des volontaires et d'Emmanuel Macron et des Européens, c'est dans la poursuite de ce qu'ils ont tenté de faire à Washington, c'est essayer de convaincre et de manipuler Donald Trump pour que finalement il soutienne cette coalition des volontaires, ce entre guillemets camp du bien, ce monde libre occidental contre la Russie de Vladimir Poutine. Et pour ça, il pense que en fait, ces photos, ces conférences de presse, ces réunions, en fait, vont impressionner Donald Trump et vont achever de le convaincre parce qu'il pense que, je dirais, Donald Trump est tiraillé d'un côté par son envie de s'allier avec Vladimir Poutine et, je dirais, de le ménager, de l'autre côté, par son envie de ménager les Européens et de ménager les alliés traditionnels des États-Unis. Tout ça est fait sans comprendre la logique de Donald Trump, la stratégie de Donald Trump, qui est évidemment n'a jamais été de livrer l'Ukraine sur un plateau à Vladimir Poutine, mais qui est de renouer des liens très étroits avec la Russie, avec un président avec lequel il s'entend bien, le président Poutine, avec aussi des avancées très significatives. Rappelons aussi que dans les réunions, dans les pourparlers entre Russes et Américains, il n'y a pas grand-chose qui filtre. Et les seules choses qui filtrent sont très positives pour les relations russo-américaines. C'est par exemple le retour du géant pétrolier ExxonMobil en Russie pour effectuer des forages et d'extraction de pétrole. Ça a fuité et c'est, je dirais, dans un domaine stratégique, c'est extrêmement important. Mais il y a certainement bien d'autres choses. Et les Européens qui sont à la peine parce qu'en réalité ils s'opposent, pour tous ces leaders de la coalition des volontaires, ils s'opposent à Donald Trump, je dirais, depuis le premier jour de son premier mandat présidentiel en 2016, ils n'ont finalement pas grand-chose à offrir à Donald Trump. Donc là, ils essaient de jouer deux cas de figure. Ils ont deux possibilités. Soit ils arrivent à récupérer un soutien franc de Donald Trump qui assurait une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, qui apporterait des moyens conséquents, aussi qui apporterait une contribution financière à l'Ukraine, parce que la différence entre Donald Trump et Joe Biden, c'est d'abord que Donald Trump livre beaucoup moins d'armes à l'Ukraine, mais c'est aussi que les armes qui sont livrées ne sont plus données à l'Ukraine, ne sont plus financées par le contribuable américain, mais sont financées par le contribuable européen. Et ça, c'est une grande différence. Donald Trump envoie des armes à l'Ukraine, mais ces armes, elles sont payées au prix fort par les Européens. Et donc la première option, c'est de convaincre Donald Trump de revenir à la politique un petit peu de Joe Biden en Ukraine, c'est-à-dire contribuer de manière plus importante et contribuer financièrement à l'effort de guerre. La deuxième option, c'est évidemment la moins favorable, mais c'est, je dirais, d'obtenir un minimum de Donald Trump, c'est-à-dire des garanties, un engagement qu'il va continuer à vendre des armes à l'Ukraine et que surtout, dans un certain nombre de domaines, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de baisse du soutien américain. Et là, on peut prendre comme exemple la fourniture de renseignements satellitaires par les Américains aux Ukrainiens, qui ne coûte pas grand-chose et dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est tout à fait capital, parce que sans ce renseignement, l'armée ukrainienne, en réalité, serait dans une position extrêmement périlleuse, extrêmement difficile. Donald Trump a déjà coupé une fois le renseignement militaire pendant 4 jours. Ça a coûté à l'Ukraine la perte de la ville de Souja dans la poche de Koursk et en réalité la dégradation de la situation de son armée dans cette poche de Koursk avec une offensive russe qui a en grande partie réussi et qui a en grande partie pu accélérer grâce à cette décision de Donald Trump d'arrêter de fournir les images du champ de bataille, les images des positions russes aux Ukrainiens. Voilà donc l'enjeu pour les Européens aujourd'hui, c'est convaincre Donald Trump, le convaincre en jouant sur les sentiments, la corde sensible de la vieille alliance entre l'Europe et les États-Unis, et aussi largement le manipuler en essayant de lui expliquer de lui faire passer comme message que son alliance, son rapprochement avec Vladimir Poutine, finalement, est quelque chose d'extrêmement mauvais pour sa réputation et son image. Et évidemment, Donald Trump, on l'a dit, Donald Trump, il a des discussions avec les Russes, il a des partenariats qui sont en train de se nouer avec les Russes, et en même temps, il doit donner quand même,
peu des garanties aux Européens, il doit un peu rassurer les Européens, il ne peut pas les laisser tomber en rase campagne, raison pour laquelle on est en train de parler, Donald Trump a évoqué la possibilité de sanctions, mais aujourd'hui les sanctions ce n'est qu'un mot, ça ne veut strictement rien dire. Pour évaluer l'importance et la portée des sanctions, il faut voir concrètement ce que ça va donner. Et pour l'instant, Donald Trump, dans les décisions qu'il a prises, dans le secteur financier, dans le secteur énergétique, n'est pas du tout sur l'idée d'imposer des sanctions encore plus graves à la Russie. Il peut tout à fait imposer des sanctions, je dirais, mineures à la Russie, avec pour objectif de maintenir un peu ce statu quo, la position de statu quo de l'Amérique entre le monde occidental européen et le monde russe et sa bonne entente avec Vladimir Poutine. Alors, à l'issue de cette réunion, l'Ukraine a annoncé vouloir renforcer son armée, tandis que les Européens envisagent de déployer des forces militaires en cas de cessez-le-feu. Quelles conséquences ou évolutions peut-on attendre ? Oui, alors ce qu'il apparaît de plus en plus clairement, c'est que les Européens et Volodymyr Zelensky ne veulent pas d'une paix avec Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que cette paix serait faite sur, je dirais, des compromis respectifs entre Russes et Ukrainiens. Et ce que demandent les Russes aujourd'hui, ce sont d'ailleurs les conditions minimalistes demandées par Vladimir Poutine, c'est la reconnaissance que les territoires pris par la Russie dans l'est de l'Ukraine et la Crimée soient reconnus internationalement comme des territoires russes et que, conséquence directe, les sanctions financières européennes et américaines soient levées. Et évidemment, ça, c'est tout à fait hors de question pour les Européens et pour Volodymyr Zelensky, parce que ce serait une victoire pour Vladimir Poutine, ce serait une humiliation, je dirais, pour ce qu'ils sont et pour tout ce qu'ils ont fait depuis 3 ans. La stratégie européenne, elle est maintenant tout à fait lisible, elle est extrêmement simple à comprendre. C'est que les Européens veulent un gel de la ligne de front, parce que les Russes sont en train de poursuivre leur progression, que l'armée ukrainienne est dans une situation qui se complique de jour en jour. Donc il est dans l'intérêt à court terme des Européens et des Ukrainiens que la ligne de front soit gelée, parce qu'aussi ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas en ce moment en mesure de reprendre ces territoires pris par Moscou. Et en réalité, la seconde où ce cessez-le-feu est signé, ça signifie une remilitarisation de l'Ukraine et le débarquement des troupes occidentales sur le sol ukrainien. Ça, évidemment, c'est tout à fait hors de question pour Vladimir Poutine. Mais le calcul européen, en fait, c'est de dire que c'est de jouer sur une situation qui ne sera jamais normalisée avec la Russie parce qu'il n'y aura jamais de reconnaissance de Volodymyr Zelensky de la perte de ces territoires pris par la Russie. Et deuxièmement, c'est le maintien des sanctions parce qu'évidemment, un cessez-le-feu avec ces troupes occidentales en Ukraine et une Ukraine qui se remilitarise, ça veut dire évidemment maintenir, voire accentuer les sanctions sur la Russie. Une des conditions qu'a posé Vladimir Poutine pour un accord de paix, pas pour un cessez-le-feu, mais pour un accord de paix, c'est la levée des sanctions en particulier. Donc là, en réalité, c'est un piège qui est tendu par les Européens et par Volodymyr Zelensky aux Russes et à Vladimir Poutine. Simplement, il y a un seul problème qui rend toute cette entreprise complètement caduque, bancale et inefficace, c'est que si les Européens imposaient et envoyaient des troupes sans attendre un cessez-le-feu, il y aurait peut-être une chance, je dirais, d'établir un rapport de force avec les Russes. Et à ce moment-là, il faudrait être prêt effectivement à essuyer des pertes, parce que les Russes ont rappelé que les Européens qui seraient déployés en Ukraine seraient pris pour cible. Et comme ils ne sont pas prêts à le faire, en réalité, ils subordonnent leur action, leur coalition des volontaires, au bon vouloir de Vladimir Poutine. Et comme Vladimir Poutine va dire non au cessez-le-feu, comme il a déjà dit à plusieurs reprises, la coalition des volontaires n'a, dans les conditions posées par Emmanuel Macron et par les leaders occidentaux, aucune chance de débarquer en Ukraine. Ce qui veut dire que l'armée ukrainienne, dans les mois qui viennent, va rester seule sur le terrain, avec quelques formateurs occidentaux et des mercenaires, des volontaires recrutés par l'armée ukrainienne, avec le soutien occidental, avec le soutien européen, le soutien financier européen, le soutien militaire européen. Et les combats vont continuer, et la pression russe va s'accentuer. Et si l'armée ukrainienne n'est pas capable de résister, eh bien dans cette guerre qui peut durer encore 6 mois, 1 an et demi, eh bien les Russes se trouveront dans quelques semaines, dans quelques mois, en position bien plus favorable pour imposer
je dirais, leur desiderata sur l'Ukraine à Volodymyr Zelensky et aux Européens. Donc aujourd'hui, la marge de manœuvre des Européens, elle est bloquée par ce manque de courage et ce manque de volonté et le fait qu'ils ne veuillent pas risquer de perte de troupes occidentales. Et tout ça fait que c'est Vladimir Poutine qui détient la clé de ce projet de la coalition des volontaires. Évidemment, il va infliger une grande gifle à tous ces leaders occidentaux en disant que, comme il refuse de cesser le feu, eh bien, ce projet va rester au stade des éléments de langage, des réunions entre chefs d'état-major, entre ministres de la Défense, voilà, des sourcils froncés, des petits poings serrés, des petits muscles tendus, mais n'ira jamais plus loin. Voilà, donc c'est important de comprendre cette perspective du côté occidental comme du côté russe. Et évidemment, l'enjeu un peu, je dirais, c'est surtout pour eux, c'est les sanctions. C'est les sanctions de Donald Trump. Aujourd'hui, comme je disais, eh bien, on n'est pas du tout certain que Donald Trump va, je dirais, serrer la vis à Vladimir Poutine. Je dirais même que l'intérêt de Donald Trump, c'est aujourd'hui de maintenir l'équilibre qu'il a réussi à construire depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est-à-dire de pouvoir faire ce qu'il veut avec la Russie, avec Vladimir Poutine, de pouvoir faire avancer les dossiers prioritaires, tout en donnant quelques miettes, quelques gages aux Européens et un peu, je dirais, l'assurance à Volodymyr Zelensky qui va pouvoir continuer à faire la guerre pour contenter ses sponsors européens, ses sponsors occidentaux, et pour aussi, je dirais, survivre politiquement, car les bataillons, les éléments les plus nationalistes et les plus radicaux ukrainiens ont déjà dit que si un accord de paix était signé par Volodymyr Zelensky serait immédiatement éliminé. Voilà, donc Volodymyr Zelensky a la pression, et finalement tout ça, du côté Donald Trump lui fait une sorte de petit cadeau, je dirais, en lui permettant de continuer cette guerre sans évidemment faire quoi que ce soit pour affaiblir l'effort de guerre russe. Donald Trump sait que les Russes avancent, il l'a d'ailleurs dit, et il n'a, pour le moment, on ne sait jamais, hein, tout peut arriver en politique, mais en tout cas, il n'a depuis son accession à la présidence américaine rien fait pour bloquer sérieusement les Russes, voire même simplement pour les freiner. Pour terminer, Charles, cette coalition peut-elle réellement pousser Moscou à accepter une paix ? Alors le résultat de tout ce verbiage, de tous ces éléments de langage, de cette opération de communication à grande échelle menée par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky en Russie, c'est zéro. C'est-à-dire, les Russes ont compris que c'était une opération de communication visant à manipuler Donald Trump, à renforcer l'image de l'Europe occidentale sur la scène internationale. Après cette très bonne séquence en Chine lors du sommet qui a réuni une grande partie des pays du Sud global et la Russie, qui a scellé, je dirais, l'alliance économique l'alliance stratégique entre la Russie et la Chine, ils ont compris que les Européens avaient besoin de se refaire un peu et de passer un peu moins pour des idiots et des naïfs. Et donc, pour les Russes, ils laissent ça au niveau réel de ce qu'est cette opération de communication, c'est-à-dire des communiqués de presse et des vidéos envoyées aux agences de presse de la Terre entière. Sur le terrain, ça n'a strictement aucune conséquence. Les Russes qui savent que les soldats occidentaux ne débarqueront pas tant qu'eux ne l'auront pas décidé, et ils ne le décideront pas évidemment, je viens de l'expliquer, eh bien pour eux l'important c'est d'avoir le nombre de bombes planantes, le nombre de véhicules blindés, le nombre de drones, le nombre de volontaires, de soldats, la logistique suffisante pour pouvoir continuer à augmenter la pression sur l'armée ukrainienne, à encercler et à prendre les dernières forteresses du Donbass, parce qu'une fois qu'elles seront prises, Volodymyr Zelensky sera à genoux pour négocier avec les Russes. Voilà, la montre joue contre les Ukrainiens, c'est évident. Les Russes le savent, et il n'est pas question pour eux de céder sur quoi que ce soit, sur aucun aspect dans cette guerre. Les Russes vont tenir, et les Russes d'ailleurs savent, moi j'ai pu le constater dans mes récents déplacements, les Russes savent que, évidemment, ça risque d'être dur. Évidemment, il risque d'y avoir d'autres sanctions. Mais les Russes sont prêts à ces sacrifices et les Russes sont prêts à tenir. Parce que les Russes ne sont pas une partie de la population occidentale
C'est-à-dire que dans les difficultés, les Russes comprennent les difficultés, ils les acceptent quand ces difficultés sont liées, au destin national. Les Russes acceptent les sacrifices et les Russes acceptent de vivre dans des conditions plus difficiles. Bien qu'en Russie, j'en suis le témoin régulièrement, les conditions de vie sont loin d'être pires qu'en Europe. Je dirais, quand vous êtes à Moscou, les conditions de sécurité dans Moscou, quand vous vous baladez ou vous promenez dans la rue, y compris à une heure tardive, ça n'a rien à voir avec Paris. Paris est devenu un coupe-gorge. Je dirais de ce point de vue-là, les Occidentaux et Emmanuel Macron n'ont aucune leçon à donner aux Russes. Voilà. Ceci étant, les Russes se préparent à une séquence, à un hiver difficile si les sanctions viennent à être renforcées, mais les Russes ont les ressources d'abord nationales pour pouvoir tenir, et aussi, et c'était tout le sens de ce voyage en Chine, c'est que les Russes ont des alliés qui ne communiquent pas sur leur aide, qui restent discrets, mais des alliés qui permettent à l'économie russe, je dirais, de tenir, et qui permettent à la Russie de continuer de soutenir son effort de guerre et même de l'amplifier. Tout ça n'est jamais traité sur les plateaux mainstream, tout ça est, je dirais, même sous-estimé par les pays occidentaux. Là, ils en ont eu un petit aperçu, et on voit que sur les plateaux mainstream, ça a commencé à s'affoler à la suite de cette démonstration de proximité entre la Chine et la Russie. Mais en réalité, les Occidentaux n'ont pas compris que les Russes ont les moyens de continuer cette guerre et iront jusqu'à l'annihilation des forces ukrainiennes, au moins dans le Donbass, et jusqu'à imposer les conditions de la paix à Volodymyr Zelensky et aux Occidentaux, et qu'en réalité, en poussant à ce cessez-le-feu pour manipuler les Russes et pour pouvoir se jouer d'eux, en refusant d'amener Volodymyr Zelensky vers un accord de paix durable, en réalité, les Européens se préparent une défaite cinglante, voire même une humiliation, lorsque l'armée ukrainienne aura reculé et qu'elle sera totalement sortie du Donbass. Voilà ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Malheureusement, côté occidental, je dirais, on n'a plus la diplomatie et l'analyse, je dirais, de l'ancienne école. On est sur, je dirais, des donneurs de leçons, des gens surdiplômés qui ont l'impression de tout comprendre et qui ont surtout l'impression que le reste du monde, et en particulier la Russie, sont des pays composés de crétins et d'abrutis qui ne comprennent rien à rien et qu'on peut manipuler, auxquels on peut mentir sans absolument aucun problème. Grosse erreur, suivez Omerta pour comprendre pourquoi. Les semaines qui viennent vont être extrêmement intéressantes. À bientôt. Merci beaucoup Charles pour vos réponses. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle à nouveau que notre dernier mag, Iran, Syrie, Gaza, l'offensive des néoconservateurs, est toujours disponible en vente dans près de 5000 kiosques partout en France. À très vite.